abonnez-vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Abonnez-vous matin, tous les vendredis de 10h à midi. On a une petite minute de retard, mais ce n'est pas grave, ça arrive. Le compte à rebours n'était même pas terminé. C'est l'émission qui se déroule en direct des locaux de Mediapart, comme d'habitude. On reçoit des créatrices et créateurs de contenu, aussi des personnes qui créent des médias. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Et vous retrouvez également sur cette chaîne ma collègue Anna le lundi à 18h pour les coulisses de Mediapart. Je rappelle que les abonnements Twitch ne sont pas activés. Vous ne pouvez pas faire de dons, faire de cheers par les abonnements Twitch. Le seul moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à Mediapart. Mediapart ne vit que de vos abonnements. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes dans le chat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Louise Pastouret, que je vais afficher à l'écran dans un instant. Bonjour Louise. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez correctement, si vous entendez un peu bas peut-être, mais normalement c'est bon. Louise Pastouret, vous êtes cofondatrice et présidente du média Les Innovateurs, un média consacré au numérique au sens large, un numérique éthique, écologique et inclusif. Alors, première question peut-être un peu générale, mais on utilise beaucoup le terme numérique, on utilise beaucoup le terme digital, mais qu'est-ce qu'on désigne exactement par ces termes, à quoi on fait référence ? Alors le numérique, je dirais que c'est composé de deux choses. La première, c'est tout cet aspect matériel. Il va y avoir les terminaux, donc ce qu'on a dans nos poches, les smartphones, ce qu'on a sur nos bureaux, les ordinateurs. Et puis également des choses qu'on voit moins et qui nous mènent à dire aussi que ce numérique, il est dématérialisé, c'est-à-dire les centres de données, les câbles sous-marins, les câbles enterrés, les antennes, etc. Donc ça, c'est une première partie. Et ensuite, le numérique désigne aussi un ensemble d'usages, c'est-à-dire comment on se sert de tous ces terminaux et de toutes ces infrastructures pour faire tout un tas de choses, puisque aujourd'hui, le numérique est partout. On s'en sert pour travailler, faire des visios, communiquer avec des proches. On s'en sert pour se divertir, écouter de la musique, regarder des vidéos en streaming. On s'en sert pour réserver des billets de train, pour prendre rendez-vous chez le médecin, pour, quand on est élève, avoir accès à ses devoirs. Enfin bref, vraiment, les usages sont infinis. Ça a vraiment infusé dans chaque aspect de la société, le numérique. D'accord. Mais on voit qu'effectivement, c'est dans tous les aspects de la société. Et pourtant, c'est parfois, j'ai pas envie de dire un impensé, parce qu'il y a quand même pas mal de critiques sur la façon dont le numérique se gère. Mais il y a un impensé dans nos usages. En fait, on les utilise tellement souvent qu'on ne se pose presque plus souvent de questions éthiques ou écologiques sur la façon dont on va interagir avec ces outils numériques. Ouais, c'est pas faux. C'est-à-dire que, effectivement, on a tous ces équipements à notre disposition, dans la poche. On a du Wi-Fi partout. On n'a même plus besoin de se brancher, pour accéder, à internet. Et c'est devenu absolument évident. Preuve en est que si on décide de prendre un petit peu de recul, par exemple de faire une pause sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Si on décide de s'en passer pour, le travail, c'est encore plus compliqué. Voilà, donc effectivement, il y a de quoi discuter, en tout cas, par rapport à tout ça. C'est la ligne d'ailleurs du média que vous avez cofondé. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu les innovateurs, parce qu'on a un peu expliqué rapidement, j'ai parlé d'éthique, d'inclusion, d'écologie. Comment vous avez créé ce média et pourquoi mettre l'accent sur ces enjeux numériques ? Ouais, alors donc nous, on est une association, on existe depuis 2023. Mais c'est un projet que je porte depuis un peu plus longtemps avec Jérémy Pastouret, qui est aussi mon mari. Donc une aventure de couple quelque part qui a pris de l'ampleur. Lui, il est développeur web, donc il en est venu à ces questions d'éthique dans le numérique par le biais de la question des données personnelles. C'est-à-dire, mais en fait, on sème nos informations personnelles en ligne un peu partout sur le web comme des petits poussés et on ne sait pas très bien où ça va. Donc lui, ça a été sa porte d'entrée sur ces questions du numérique éthique. Moi, de mon côté, j'ai eu une approche qui a été plus environnementale. C'est-à-dire commencer à me questionner sur les impacts de est-ce que vraiment changer de smartphone tous les 2 ans, c'est une si bonne idée que ça? Est-ce que le dernier iPhone, il est si formidable que le précédent qui est sorti il y a 1 an? Enfin, voilà. Et on a décidé de créer un média pour finalement expliquer, décrypter ce qui se cache derrière nos écrans.
Ces objets qu'on utilise tout le temps sans bien se rendre compte ce qu'il y a derrière. L'approche, elle est de justement aller démystifier certaines légendes par rapport au numérique et puis montrer les impacts que ça peut avoir et surtout clarifier tout ce jargon, tout ce langage technique parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui se disent mais moi je sais pas coder, j'y comprends rien, je suis pas à l'aise avec ça, je l'utilise mais à peine. Voilà, il y a un peu ce côté on subit presque le numérique. Et nous on s'est dit c'est pas normal, le numérique justement il est partout et il faut que chacune soit en capacité de reprendre le contrôle sur ses usages. Et donc c'est la philosophie du média. Donc la pédagogie et puis aussi cet apport de solutions parce qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait aussi un problème avec le numérique, l'idée c'est de pas laisser les lecteurs et lectrices un peu perdus en se disant ben mince, encore quelque chose que je fais mal, mais concrètement je fais quoi pour en changer quoi. Il y a un enjeu d'éducation populaire autour des outils numériques, vous le définiriez comme ça? Oui, complètement, c'est ça, et que ça touche tous les âges et que ça soit plus réservé à des experts, des expertes du domaine qui s'y connaissent très bien, qui parlent avec un jargon. Il y a beaucoup d'anglicismes, beaucoup d'acronymes, et donc tout ça, on va venir expliciter. Vous parlez, donc c'est par ce biais-là, on parle d'inclusivité, notamment pour les études numériques. C'est vrai qu'on a l'impression quand on est dedans que tout le monde les utilise au quotidien, que tout le monde sait les utiliser, mais en réalité, on voit que c'est loin d'être le cas et qu'il y a plein de pans de la population qui sont assez éloignés de ces outils et pour qui même c'est un blocage. Oui, complètement. Alors, le chiffre que j'ai en tête, mais qui remonte à 2021, c'était l'INSEE qui estimait que 15% des Français et Françaises étaient en situation d'illectronisme. Donc, illectronisme, c'est un mot valise qui est composé d'illettrisme et électronique. Et ça désigne les personnes qui sont vraiment extrêmement mal à l'aise, qui ne savent pas se servir des appareils ou des logiciels indispensable aujourd'hui, on l'a vu partout. Et c'est embêtant, de plus en plus embêtant, dans la mesure aussi où, et ça c'est un point que j'ai oublié en introduction, quand on est citoyen ou citoyenne, aujourd'hui on a besoin du numérique pour faire ces démarches en ligne, pour refaire sa carte d'identité, pour déclarer ses impôts, etc. Et donc ça laisse finalement toute une partie de la population sur le bord du chemin. Et c'est effectivement hyper embêtant. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai vu que l'Arcom vient de mettre en demeure un ministère, et c'est la première fois, donc le ministère de l'Action et des Comptes Publics, par rapport au manque d'accessibilité qui est dénoncé depuis des années du site impôts.gouv. D'accord. Voilà. Donc ils ont 9 mois pour enfin se mettre en conformité et rendre cette interface pas du tout accessible, accessible à tous justement. C'est intéressant parce que c'est un exemple concret. Pour le coup, c'est un site que moi j'ai pas de mal à utiliser. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent. Mais quels étaient les points, je sais pas si vous les avez en tête, qui font que ce site est inaccessible? Parce qu'on parle de personnes âgées, de personnes qui n'ont pas les codes, mais il y a aussi des personnes en situation de handicap qui pourraient ne pas pouvoir faire certaines choses. Qu'est-ce que c'est l'accessibilité pour le numérique? Alors, sur le site des impôts en particulier, ce qui était reproché, c'est que, par exemple, ouvrir les PDF et les consulter, c'est pas possible. La lecture d'écran et la navigation au clavier pour les personnes qui peuvent pas se servir d'une souris, elle est extrêmement compliquée. Il y a des formulaires avec des tableaux qui sont pas lisibles du tout. De tête, ce qui était reproché notamment. Et ça, c'est un enjeu auquel vous vous intéressez aussi aux innovateurs. Comment on fait pour mettre ces enjeux en avant et pour former les gens aussi à ce sujet? Alors, nous, on a une approche assez globale. Nous, on traite cette question d'accessibilité sur un axe assez global qu'on a appelé inclusion. Et on va effectivement venir questionner le fait que le numérique, aujourd'hui, il n'est pas fait pour toutes et pour tous. Donc, en fait, qui fait le numérique et qui peut vraiment en profiter? C'est-à-dire qu'on questionne le manque de diversité aussi, notamment de celles et ceux qui font le numérique. Je caricature à peine, mais les outils qu'on utilise, la majorité, ont été développés par des jeunes hommes blancs de la Silicon Valley. Et ils n'ont pas conscience de ce que c'est que de vivre avec un handicap, ils n'ont pas conscience de ce que c'est que d'être une femme, tout un tas de problématiques qui sont des impensées pour eux, et finalement c'est leur vision du monde qui s'est imposée dans le numérique et dans l'ensemble des outils qu'on utilise aujourd'hui.
Donc on vient questionner ça, bien sûr. Ouais, on voit clairement que c'est aussi un enjeu démocratique en fait de l'accès au numérique, et on parle là d'accessibilité, mais aussi la question simplement financière. Hein. On parle beaucoup aujourd'hui d'internet à deux vitesses, peut-être éventuellement la question des coûts d'accès au numérique. En fait, il y a aussi un enjeu à la fois de classe sociale, un enjeu de on avait des exemples aussi sur les questions raciales, de reconnaissance faciale qui reconnaissait pas les personnes noires de la façon qu'ils reconnaissaient les personnes blanches. On voit qu'en fait c'est un outil fabriqué par des gens, et donc qui est situé aussi socialement. Oui, tout à fait. La question d'internet à deux vitesses, on oublie, hein, mais ça reste cher. Par exemple, de s'équiper, d'avoir accès à un forfait internet de bonne qualité, à un smartphone à peu près digne de son. Sachant qu'en plus, il y a une espèce d'obsolescence logicielle qui se met en place, c'est-à-dire que quand vous avez un vieil appareil, aujourd'hui, vous êtes limité, vous n'arrivez plus à accéder à des sites qui ont été mis à jour récemment. Voilà, donc ça freine. Et après, sur ces questions éthiques en lien avec la reconnaissance faciale, par exemple, là, on commence à aborder les problématiques et les biais de l'intelligence artificielle. Mais oui, effectivement, les données et le monde tel qu'on le connaît, tout ça, avec ce prisme occidental, on l'a nourri, on l'a donné à l'IA et on lui a dit apprends à partir de là et effectue-moi des tâches, par exemple, génère-moi la photo d'un PDG. Et bien sans surprise, la photo d'un PDG, ça sera un homme d'un certain âge, blond. Voilà. Et une secrétaire, ça sera une jeune femme blonde. Et on reste en fait dans ces stéréotypes qui ont été finalement encodés dans le numérique tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Puisqu'on parle de l'IA, on peut partir dessus parce que c'est le gros sujet de débat en ce moment. Donc déjà peut-être un point de définition, parce c'est vrai qu'en ce moment on dit beaucoup l'IA pour désigner essentiellement des IA génératives ou des IA de discussion. Qu'est-ce qu'on entend par l'IA quand on désigne aujourd'hui ces outils de génération de texte ou d'images? Ça désigne quoi exactement? Alors, ça désigne un programme, un algorithme qui a pour vocation d'effectuer une tâche. Donc, l'utilisateur va lui demander de réaliser une tâche, par exemple générer un discours ou alors générer une image. Et cet outil, il est en capacité de réaliser cette tâche parce que on lui a donné tout un tas d'éléments sur lesquels s'entraîner. Donc l'IA, si elle fonctionne et si elle est intelligente, c'est pas l'intelligence au sens humain tel qu'on l'entend, c'est beaucoup de probabilités, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'entraînement. Donc par exemple, si on donne à l'IA des photos d'oiseaux, des millions de photos d'oiseaux, elle apprend à reconnaître ce qu'est un oiseau, puisqu'elle n'est pas en capacité de le voir, elle n'a pas d'yeux. Et ensuite, on lui montre des photos de lapins et on lui dit, bah voilà, maintenant tu fais la différence entre un oiseau et un lapin. Et ensuite, on lui dit, maintenant génère-moi l'image d'un oiseau parfaitement réaliste en train de voler. Et elle est normalement en capacité, après un certain temps d'entraînement et énormément de données, de vous générer cette image d'oiseau. Pour ce qui est de la génération du texte, ça repose à peu près sur le même principe, c'est-à-dire que on peut considérer que l'ensemble d'Internet a été récupéré. On sait que des livres aussi ont été récupérés pour venir nourrir cette IA, pour qu'elle apprenne à s'exprimer comme nous, que ça ait l'air parfaitement naturel. Et par un calcul de probabilité déterminant le mot le plus probable dans la réponse, elle est en capacité de nous répondre. Vous avez écrit plusieurs papiers. Je vois qu'il y en a un nouveau qui est sorti là très récemment sur le site à propos de l'IA, hein, sur le rejet de l'IA. Et en fait, il y a de nombreux enjeux éthiques qui sont liés à l'utilisation de ces outils. Il y a des questions de droit d'auteur. Ah, on reçoit un raid. Merci beaucoup, Red. Mediapart. Quelqu'un qui a envoyé son communiqué de cette chaîne vers la chaîne de Mediapart. Merci. Bienvenue. On est en train de parler d'IA. Merci Shujiao pour le raid. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je disais donc sur l'IA, vous avez publié 2 papiers récemment, hein, sur la méfiance vis-à-vis de l'IA chez de plus en plus de jeunes, et la question sur est-ce que l'IA mènera l'humanité au bord de l'apocalypse. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de questions éthiques autour de ces outils. Déjà parce que ça utilise énormément de données, hein, vous l'avez expliqué, avec des questions de droit d'auteur, mais aussi sur des questions de production de contenu dans les études notamment. Je sais que c'est un enjeu pour les enseignants. Est-ce que vous avez fait un peu un tour d'horizon des problèmes qui sont rencontrés, qui sont provoqués par ces IA et des débats qu'il y a autour? Alors effectivement, il y en a à l'appel, puisque l'IA s'est immiscée elle aussi, un peu comme le numérique l'avait fait, dans on a l'impression tous les domaines de notre vie quotidienne.
Donc, les problématiques qu'il peut y avoir, par exemple, dans le monde du travail, je vais prendre l'exemple du recrutement, où aujourd'hui, pour faire ce premier tri des CV, une offre reçoit beaucoup de candidatures. C'est possible qu'une entreprise ait recours à l'IA pour s'épargner ce tri des CV, qui se fait donc de manière automatique sur des mots-clés, sur certaines caractéristiques, pouvant potentiellement écarter des candidats et des candidates qui sont intéressantes. Et une fois qu'elle a retenu, disons, 10% des profils soumis, elle est en capacité aussi de les contacter automatiquement pour leur proposer des rendez-vous. Et donc, pendant tout ce temps-là, aucun besoin d'intervention humaine dans le recrutement, avec des dérives, évidemment. Alors, l'un des exemples que j'ai en tête, c'est Amazon qui avait eu recours à ce système-là pour un recrutement sur un poste qui était jusqu'à présent occupé quasiment exclusivement par des hommes. Et donc, la machine avait intégré que ce type de poste ne pouvait pas être occupé par une femme. Voilà. Exemple parmi d'autres. Ouais, c'est le biais de confirmation qui est assez parce que l'IA va plutôt aller dans le sens de ce que demande la personne. En fait, en général, c'est un biais qui est assez connu aussi. Oui, totalement. Ça, c'est super intéressant. C'est que l'IA, alors c'est en train d'être corrigé, mais l'IA, elle a été développée, elle a été conçue pour faire plaisir à l'utilisateur ou l'utilisatrice. C'est-à-dire qu'elle va pas le ou la contredire. On peut se tromper, elle vous le dira pas. On peut l'insulter, elle le prendra bien. Alors, comme je le disais, c'est en train d'être rectifié parce que ça a mené à un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que si on donne à l'IA dans un prompt, donc dans une requête textuelle, une info qui est fausse en entrée, elle le corrige pas et en fait, elle déroule tout un discours parce qu'elle n'a pas osé contredire l'utilisateur. Et ça peut mener, par exemple, à de la désinformation. Voilà. Oui, je pense aussi à d'autres dérives qu'il y a eu, notamment avec les IA, c'est que des personnes utilisent comme un confident, limite comme un psy, et notamment le personnel soignant, des psychiatres ont des témoignages de patients qui ont utilisé des IA pour se faire des prescriptions, pour se faire diagnostiquer, et ça a aussi été un souci à cause de ce biais dont on vient de parler. Alors oui, c'est vrai que l'IA se prête bien à ce jeu du confident, de la confidente, presque du professionnel en santé mentale, parce que le fait est que c'est compliqué aujourd'hui en France d'avoir accès à ces professionnels-là. Et là, sous la main, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et depuis n'importe où, on a quelqu'un qui peut nous écouter, qui est bienveillant et potentiellement aussi qui, en fait, n'est pas du tout habilité à nous conseiller. Et il y a eu des dérives, notamment aux États-Unis, avec des jeunes qui souffraient de problèmes de santé mentale qui ont été jusqu'à passer à l'acte parce que l'IA leur avait expliqué comment faire. Bon, alors ça, c'est des cas extrêmes. Il y a un certain nombre de garde-fous qui sont en train d'être mis en place, notamment parce qu'il y a eu des procès aux États-Unis à la suite de ces problématiques-là. Mais oui, globalement, je dirais que c'est pas forcément une très bonne idée de se servir de l'IA quand on en vient à la santé. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à joindre leur médecin et qui téléchargent leur prise de sang pour comprendre en fait s'il y a un problème. Voilà, est-ce que tout va bien, est-ce que je suis en bonne santé, mais sans prendre, voilà, en téléchargeant le PDF, sans effacer leur nom, leur date de naissance, voilà, et tout ça, c'est des informations qui évidemment sont récupérées, enregistrées, qui peuvent ressortir potentiellement à un moment, et c'est plutôt une conduite à risque pour le coup. Il y a Agaldian qui dit qu'il n'est pas d'accord que dans certains contextes on peut arriver à des résultats évoqués, mais en usage normal il indique quand il y a une erreur et va diriger vers les vraies infos. Quelle est la part de l'IA va aller dans notre sens et la part de elle va comprendre et elle va corriger? Ouais, alors ça, je l'ai évoqué en passant, mais c'était un défaut des IA au début. Certains programmes, alors Claude, si je dis pas de bêtises, ont aujourd'hui été corrigés pour être en capacité de dire non, vous vous trompez, je suis pas d'accord avec vous, là vous faites erreur, etc. De la même façon que elles commencent à reprendre les utilisateurs ou utilisatrices si elles se font maltraiter. Voilà. Donc il y a aussi mais je trouve ça plutôt simple, finalement, d'avoir un système qui remet aussi la personne dans le chemin des faits, disons.
Il y a la question aussi, on a un peu parlé de la question écologique, qui est une question sur laquelle vous avez beaucoup travaillé en lien avec le numérique, et on parle beaucoup de l'impact écologique de l'IA. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent j'envoie un prompt à ChatGPT, hop, ça a utilisé 2 litres d'eau. Est-ce que vous avez des informations sur la réalité de l'impact écologique de ces outils-là, au-delà de la consommation d'eau, aussi la construction de data centers notamment? Quel est l'impact écologique de ces IA? Oui, effectivement, ça a un impact écologique conséquent. On a aussi tendance à l'oublier parce que, je dirais loin des yeux, loin du cœur, et que tout est fait pour ne pas montrer les coulisses de cette IA. Donc malheureusement, c'est pas des infos qui sont publiques, elles sont difficiles à obtenir et il n'y a pas de transparence vraiment sur l'impact environnemental de l'IA. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les centres de données, avec les serveurs qui permettent de faire tourner ces programmes, poussent comme des champignons. Il y a de nouveaux projets en France qui ont été actés. Aux États-Unis, ils poussent partout. Ils prennent des dimensions aussi, c'est-à-dire qu'avant on était sur des data centers qui avaient des dimensions relativement réduites, et là on est sur des comment ils s'appellent? Alors rien que le nom des projets d'OpenAI et Meta, alors on a de l'Hyperion, on a du Stargate, enfin voilà, tout de suite c'est dans le gigantisme. Et c'est des infrastructures qui sont souvent installées dans des zones arides, elles sont planquées là où il fait chaud, et elles captent les ressources, parce que toutes ces machines, il faut les alimenter en électricité, et puis il faut les refroidir. Donc effectivement, ça entraîne beaucoup de consommation à la fois en eau et à la fois en électricité, et puis en plus ça rejette de la chaleur. On parlait tout à l'heure de l'article sur les oppositions à l'IA. Il y a aussi de plus en plus de riverains aujourd'hui qui vivent les conséquences de l'installation de ces data centers à proximité de chez eux, qui ont plus d'eau au robinet par exemple, et qui s'organisent aujourd'hui, qui montent des collectifs, notamment aux États-Unis, pour empêcher l'installation de ces centres de données près de chez eux. Et il y a des projets qui ont été justement arrêtés grâce à ces mobilisations. Il y a Dolly Kosseff qui dit qu'il y a beaucoup de projets de data center qui sont annoncés, mais peu qui sont construits pour de vrai. Et j'ai envie de compléter cette remarque par une question sur le plan économique, parce qu'actuellement, on a l'impression qu'il y a énormément d'argent qui est investi dans ces sociétés d'IA. Enfin, il y a énormément d'argent qui est investi, mais on a l'impression que ça rapporte pour l'instant pas beaucoup d'argent, et beaucoup de gens parlent d'une bulle éventuellement de l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question du modèle économique? Ouais, elle est super intéressante. C'est vrai que je rejoins ce côté bulle, parce qu'il y a eu une espèce de frénésie déjà d'admiration devant cette technologie qui, de fait, est capable de réaliser des choses assez épouvantes. Et on s'est dit, allez, on y va tous à fond la caisse. Du côté des pays européens aussi, qui sont toujours un peu complexés par rapport au retard qui a été pris sur les géants du numérique dans des domaines comme la bureautique ou les réseaux sociaux, on s'est dit, allez, cette fois-ci, on loupe pas le coche, on y va à fond la caisse. Et des investissements qui ont été faits, des annonces, etc., en France, en Europe, en Asie, partout. Mais c'est des modèles qui, alors au début ils étaient gratuits, ensuite ils ont commencé à devenir payants, mais tranquillement, avec quelques forfaits, quelques abonnements. Aujourd'hui, les principaux clients de ces IA, c'est les entreprises, puisque il a été admis que on pouvait rien faire sans l'IA, et ça a été déployé de manière généralisée aussi dans les entreprises. Mais c'est devenu payant, puisque effectivement il y a eu des investissements à l'appel, et que par exemple un data center à construire, c'est pas gratuit. Et aujourd'hui, les grandes sociétés d'IA commencent à faire facturer l'usage de l'IA. Et alors une info intéressante, c'est que le PDG d'Uber récemment a expliqué que normalement ils ont prévu un budget sur l'année avec des jetons pour pouvoir demander des tâches à l'IA, et ce budget prévu pour l'année, ils l'ont grillé en 4 mois. D'accord. Ouais. Voilà. Donc il y a une explosion des coûts en fait. Ont augmenté, parce que la demande aussi est de plus en plus importante, et à un moment, effectivement, ça va coincer quelque part. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui commencent à se dire en fait, c'est pas rentable l'IA. Sauf que c'est les principaux clients des grands concepteurs de l'IA, et voilà, ça va coincer potentiellement un moment. Oui, aussi ça a des effets sur l'emploi. J'ai vu qu'il y avait
un cas récent, c'était Ford, je crois, qui avait envoyé pas mal de monde pour remplacer par des outils en IA, et ils ont dû réembaucher en se rendant compte que c'était pas si efficace que ça. Donc il y a une espèce de ce que vous disiez tout à l'heure, une espèce de frénésie aussi sur les usages qui vont un peu loin en fait au final. Ouais, complètement. Donc Ford, j'étais pas au courant de l'info. Moi, je suis encore avec des boîtes qui annoncent justement ces suppressions d'emplois, mais c'est le signe intéressant que voilà, on se rend compte peut-être que l'humain est peut-être plus rentable finalement que la machine, alors qu'on s'était mis en tête que ce serait l'inverse. C'est l'article que je laisse de Ford, parce que j'étais pas sûr, mais c'est après la mise en place d'une stratégie IA et des licenciements, Ford réembauche des ingénieurs qualifiés pour retrouver la qualité perdue et économiser des centaines de millions de dollars. Parce qu'effectivement, ce qu'on disait sur les coûts, en fait, c'est en train d'exploser également, plus que de la main-d'œuvre humaine. La question aussi qui se pose sur l'IA, alors je lise un petit peu les messages du chat aussi, il y a des questions sur la souveraineté, peut-être qu'on en parlera plus tard. La question que je voulais poser, c'était est-ce que tout est acheté dans ces outils, parce que là on voit qu'il y a une espèce de frénésie, que tout le monde des outils qui sont extrêmement critiqués, notamment l'IA générative du côté des artistes pour des questions de droit, mais est-ce qu'il y a des usages qui sont intéressants? J'ai entendu parler d'usages médicaux notamment pour ces outils. Oui, bien sûr. On pourrait dire l'IA n'est qu'un outil, c'est comme un couteau, on peut s'en servir pour faire du bien ou du mal. Là, pour le coup, je serais un peu plus nuancée sur cette vision-là. Mais de fait, l'IA permet aussi de gagner du temps, permet de faire des choses que l'humain n'est pas capable de faire de par sa rapidité de calcul, en fait. Et très forte, effectivement, par exemple, dans la détection des cancers de la peau, il y a des domaines où elle commence à être intégrée, je crois, dans les scanners et les IRM des hôpitaux, avec toujours une supervision du médecin qui repasse derrière sur l'analyse. Mais voilà, c'est effectivement un outil puissant qui peut servir à faire plein de choses. Moi, j'avais vu des programmes alors en termes de protection de l'environnement, avec des photos, être en capacité de détecter si un arbre est malade, par exemple, et savoir à quel moment il faudra le couper, le remplacer. Ou alors, c'était, je crois, Greenpeace qui a lancé un programme avec l'IA, reconnaissance par satellite pour détecter les filets fantômes. Donc, c'est tous les filets de pêche qui sont perdus en mer et qui capturent des animaux, mais en fait pour rien. Ça devient des prisons, ça retient des déchets, ça tue des animaux. Et l'idée étant de repérer les zones où ces fameux filets fantômes se trouvent pour ensuite envoyer une équipe et faire du nettoyage. Voilà, donc pareil, ça fait gagner du temps. Voilà, ça c'est les exemples positifs, je dirais, de l'IA qui me viennent en tête. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Voilà. Mais il y a Bluette qui explique que l'IA dont on parle là pour le médical et écologie, c'est pas de l'IA générative, c'est du computer vision, donc c'est un autre type d'IA. Effectivement, ça rejoint ce qu'on disait sur le fait qu'aujourd'hui on dit IA alors que c'était un terme qui était déjà utilisé avant pour désigner tout un tas de choses très différentes parfois. Mais c'est cette même technologie de reconnaissance et d'apprentissage avec des données massives. Il y avait une question par rapport à l'information, parce qu'il y a aussi un enjeu démocratique, on le disait tout à l'heure dans les outils numériques, et notamment l'IA générative d'images et de vidéos est aujourd'hui énormément utilisée, notamment par l'extrême droite, mais aussi par certains États autoritaires pour générer de fausses informations. Et ça aussi, c'est un enjeu. Qu'est-ce qui fait comment on lutte contre ça et comment fonctionnent ces IA génératives? Alors ouais, la question de la désinformation, elle est extrêmement actuelle. L'IA a permis notamment d'accélérer la fabrication de fausses informations. Alors, pour rappel, la désinformation, c'est vraiment le fait de diffuser dans le champ médiatique des informations fausses, et on le fait volontairement, avec en tête l'idée de nuire, de discréditer, d'escroquer, d'arnaquer, etc. Et donc, une IA, aujourd'hui, elle est capable, par exemple, de vous écrire 15 articles en l'espace de 30 secondes sur attention, les aliens sont parmi nous. Et ça, c'est quelque chose, vous auriez eu besoin de 3 personnes, ça leur aurait pris 2 heures. Donc, ça simplifie énormément le processus de création de la désinformation. L'IA, aujourd'hui, elle gère aussi complètement des sites d'actualité. Je crois que c'est... alors, le chiffre remonte à 2 ou 3 mois, mais plus de 10 000 sites. C'était le média Next
qui avait identifié plus de 10 000 sites d'actualité entièrement générés par IA. Voilà. Et l'IA aussi, elle intervient dans la fabrication de vidéos et d'images. Donc ce qu'on appelle des deepfakes, des hypertrucages. Et ça vous fait croire qu'une personne a dit quelque chose qu'elle n'a jamais dit ou fait des choses qu'elle n'a jamais faites. Et ça vient saper finalement la confiance qu'on a dans justement ces supports. L'image, quand même, quand on montre une photo, c'est une preuve normalement. Aujourd'hui, ça peut plus être considéré vraiment comme une preuve, et il y a des choses complètement fausses qui circulent et qui sont parfaitement réalistes. Au niveau de la voix aussi, c'est vraiment bluffant. De plus en plus, effectivement, chaque mois, les vidéos sont de plus en plus réalistes. C'est de plus en plus dur de détecter si quelque chose a été fait par IA ou pas. Effectivement, c'est compliqué. Aussi à des fins de propagande, pas uniquement de désinformation. On voit beaucoup de. J'ai vu l'Iran publier des vidéos en IA. Donald Trump a publié des visuels en IA. C'est très très utilisé pour faire de la propagande rapidement et pas cher, quoi. Ouais. Complètement. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est ce que disait la philosophe Hannah Arendt, c'est quand il y a du mensonge partout, le résultat n'est pas que tout le monde croit à vos mensonges, le résultat, c'est que plus personne ne croit en rien. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que, et je m'en suis rendu compte dans le cadre d'ateliers justement sur ces questions de désinformation, avec des jeunes, avec des adultes ou avec des seniors, il y a une espèce de doute perpétuel qui se met en place et plus personne ne sait quelle source croire. Voilà. Et ça devient quand même hyper problématique parce qu'il y a aussi des médias et des journalistes qui font un travail d'investigation, de qualité, voilà. Et malheureusement, ça entache leur travail, quoi. Justement, parler des ateliers, ça tombe bien parce que j'allais y venir. Vous organisez aussi, les innovateurs, des ateliers sur les questions, alors pas que de l'éducation aux outils numériques, mais aussi sur la désinformation. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Comment ça fonctionne? Comment vous procédez pour faire ces ateliers? Alors, ces ateliers, moi, j'ai eu l'occasion d'en mener de deux manières différentes. La première, c'est de l'éducation aux médias et à l'information dans les collèges et les lycées, plus spécifiquement auprès des classes de 4e et de seconde, et souvent en lien avec des professeurs de français et d'histoire géo, parce que ça correspond à leur programme. Donc, j'interviens auprès de collégiens et de lycéens et on parle du métier de journaliste, on parle de la question de c'est quoi un média, c'est quoi un article, qu'est-ce qu'un angle, une question qui n'est pas évidente même pour les professionnels. On parle des risques, c'est-à-dire le métier de journaliste aujourd'hui, c'est risqué. Donc, moi, je me base sur la carte vraiment très très chouette de Reporters sans frontières, voilà, pour présenter ces risques-là. Il y a aussi la grande question de qui possède les médias, avec aussi ce schéma du monde diplomatique qui est mis régulièrement à jour, voilà, pour comprendre en fait le maillage et se rendre compte que les médias indépendants, c'est important. Parce que on a aussi beaucoup d'entreprises ou de personnalités qui ont les moyens, qui possèdent ces médias. Et donc, légitimement, on peut aussi se poser la question de l'influence qu'ils peuvent avoir sur la ligne éditoriale et sur les contenus produits. Voilà. Après, je fais un point sur s'informer en ligne, parce que pour le coup, c'est des publics qui s'informent. Aujourd'hui, on se rend compte exclusivement sur les réseaux sociaux. Alors, dans le meilleur des cas, des chaînes comme Hugo Décrypte, et sinon, en fait, ils se laissent mener par le fil, par l'algorithme, et ils consultent des vidéos TikTok plus ou moins de bonne qualité, on va le dire comme ça. Et ils s'informent exclusivement comme ça. Donc, cette prise de recul sur, en fait, qui me parle, c'est-à-dire je suis un influenceur plutôt pour ses contenus sportifs, et là, il me fait une analyse politique sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est totalement son droit et c'est l'intérêt de la liberté d'expression. Mais peut-être qu'il faut que je prenne la peine d'aller sur Le Monde, par exemple, ou ailleurs, pour avoir un autre point de vue et compléter. Voilà, ces aspects-là. On leur parle aussi du fait que sur les réseaux sociaux notamment, il y a cette infobésité. On est pris dans une espèce de spirale d'informations. Il y en a énormément et c'est difficile de savoir, de faire le tri, d'avoir un recul critique quand on scrolle comme ça et qu'on se prend toutes les infos dans la tête. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la vidéo de chat mignon, ou est-ce que c'est la vieille dame qui s'est fait agresser, ou est-ce que c'est une bombe qui est tombée à tel endroit? Voilà. Donc, il y a tout un décryptage à faire. Et surtout, j'insiste sur le fait que il faut... Et alors, en fait, c'est devenu un travail, vraiment.
Il faut absolument croiser ses sources. Il faut faire cet effort-là, trouver des sources fiables et aller voir ce que racontent les autres aussi. Voilà, pas se contenter d'un seul son de cloche, disons. Quand vous avez commencé, Oui, pardon. Non, allez-y. Non, je disais, je vois dans le chat Skibidi Tentafruit. Oui, typiquement, c'est exactement le genre de contenu que j'ai découvert grâce aux collégiens notamment. Et bon, voilà, c'est le genre de phénomène qui occupe beaucoup de place et on peut se questionner. Alors ça, typiquement, tout est généré par IA et on peut se questionner sur l'intérêt dans l'absolu de ce genre de contenu, quoi. Mais voilà. Oui, et puis ça rejoint la question que j'allais vous poser, c'est des découvertes que vous avez fait en faisant ces ateliers. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont surprise en discutant avec des publics de lycéens sur leur rapport à l'information? Est-ce que vous attendiez à ce genre de rapport à l'info? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Alors pour le coup, c'est quand même assez... ils s'informent en fonction de la manière dont leurs parents s'informent quand même. C'est-à-dire qu'ils écoutent la radio parce que leurs parents écoutent la radio, ils voient de temps en temps la télé, ou alors ils bénéficient de l'abonnement au Monde parce que papa est abonné. Mais en fait, il y a une absence totale dans leur pratique maintenant de tout ce qui est médias traditionnels. Vraiment, les magazines, ils connaissent plus, ils feuillettent plus. Voilà, c'est un truc qui traîne au CDI, mais voilà, ça fait plus du tout partie de leur pratique. Et quand j'ai fait ces ateliers sur la désinformation avec des seniors, pour le coup, alors si eux, ils sont moins à l'aise avec le numérique, ils ont cet avantage-là d'avoir grandi avec des médias, des rédactions qui font du travail de qualité, qui savent corriger et faire des édits et des mises à jour s'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Ils sont en capacité de s'informer finalement mieux que les jeunes, pour le coup. Ouais, c'est un peu en contradiction avec ce qu'on peut entendre sur le fait que en fait, les personnes plus âgées en fait, tombent plus facilement dans la désinformation sur Internet. Vous diriez plutôt que c'est quelque chose de faux? Alors, désinformation, je pense qu'ils sont quand même, alors pour certains, mieux armés. En revanche, il y a cette question alors comme ils manipulent moins bien, ils ont moins l'habitude des outils numériques, je dirais que sur cette question sur cette tranche des seniors, ils sont plus susceptibles que les jeunes, et encore, mais bon, de tomber dans le panneau, par exemple, de la cybermalveillance, notamment le hameçonnage. Donc tous ces mails de phishing qu'on reçoit, ces textos, attention, votre livraison est bloquée, ou alors attention, vous avez reçu une amende, si vous la payez pas tout de suite, vous arrivez des bricoles. Et ça arrive souvent que j'ai des retours en atelier de personnes qui me disent oui, je me suis fait avoir, j'ai paniqué, j'ai payé, j'ai cliqué, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve moins quand même avec les jeunes. En revanche, il y a une étude qui est sortie récemment pour dire que les jeunes, ils savaient moins bien se comporter quand ils étaient tombés justement dans le piège du hameçonnage. Par exemple, ils pensent pas à prévenir leur banque pour faire couper leur carte bleue. Donc bon, voilà, il y a vraiment des apprentissages et des bonnes pratiques à faire essaimer, quel que soit l'âge finalement et tout au long de la vie. Et on en revient à la question de l'éducation et de la formation sur les sujets du numérique, parce que ça évolue tout le temps aussi. Ces formations-là, vous les faites pour uniquement des écoles, des institutions? Comment vous les prodiguez, et sur quel thème aussi? On a déjà évoqué quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a d'autres dont vous n'avez pas parlé? Oui, donc en dehors des interventions dans les établissements scolaires, moi j'ai été amenée à intervenir dans soit d'autres associations, soit des centres sociaux, des CCAS, des entreprises de l'ESS, et après des festivals, des tiers-lieux, des médiathèques. Donc c'est assez varié. Le point commun étant vraiment que on va parler à tous les publics. Et on n'est pas dans cette posture des experts qui parlent aux expertes, et on est là pour apporter des clés, pour reprendre le contrôle sur ces usages, et ça se fait de manière vraiment très concrète, avec des thématiques comme la désinformation, mais aussi donc la cybersécurité, et puis la question de la protection des données personnelles en ligne. La vie privée en ligne, c'est aussi un sujet qui passe complètement à la trappe, et c'est bien dommage parce qu'il y a aussi des enjeux assez importants par rapport à tout ça. Par rapport à la protection des données, quelqu'un tout à l'heure dans le chat parlait de questions de est-ce que c'est pas mieux de situer en France les data centers? Et en fait, il y a aussi dans la protection des données la question de la souveraineté. Vous avez écrit un article sur le site récemment qui a été publié sur les attaques des États-Unis contre le RGPD européen.
Ça, c'est aussi un enjeu, c'est la question de qui contrôle le numérique au niveau étatique. Là, sans même parler des questions purement éthiques en lien avec les outils, c'est vraiment quel État a la main sur les données et sur les outils numériques qu'on utilise. Et on voit qu'en France, là, il y a certaines institutions qui commencent à aller vers des logiciels et des systèmes français plutôt que des systèmes états-uniens. Est-ce que vous pouvez un peu parler de cette question-là ? Oui, alors c'est vrai que le numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est le monopole de quelques grandes entreprises, principalement américaines et quelques-unes chinoises. C'est des corporations qui sont autant, voire plus puissantes que les États. Donc ça pose la question de comment faire pour les réguler, comment faire pour faire en sorte qu'ils respectent leurs utilisateurs et leurs utilisatrices. Par exemple, la modération des contenus, par exemple, le fait de ne pas collecter les données personnelles des utilisateurs et utilisatrices pour les revendre à leur insu. Voilà, donc il y a tout un tas de problématiques et c'est quelque chose qui fait l'objet en ce moment d'un conflit entre l'Union européenne qui protège les citoyens et citoyennes avec notamment ce règlement sur la protection générale des données. Ça permet à chacun et chacune de consulter les données qu'une entreprise possède sur lui ou elle, les rectifier et les faire supprimer. Donc c'est devenu un droit et c'est essentiel et c'est quelque chose qui aussi encadre le transfert de données. On peut pas, une entreprise peut pas les envoyer n'importe où. C'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé avec les bannières de cookies qui en énervent beaucoup certains et certaines. Mais effectivement, c'est une protection quand on voit qu'on recherche une recette de cuisine et qu'on voit, alors nous et nos 750 partenaires, on voudrait récupérer vos données et les envoyer à la terre entière pour les monétiser. Bon. Ben non, en fait, je vais changer de site et je vais se refuser. C'est intéressant la question des cookies parce qu'on a vu toutes les stratégies qui ont été mises en place en fait par les entreprises pour contourner ces réglementations. On a eu au début les listes où il fallait cocher individuellement chaque cookie pour les refuser. Ensuite, maintenant, on a les sites qui demandent absolument de s'abonner si on veut avoir accès au site malgré les cookies. On voit qu'il y a plein de stratégies qui sont mises en place en fait par ces entreprises du numérique pour continuer à récolter les données personnelles parce que c'est une manne financière importante. Oui, complètement. Et alors, pour en revenir à l'origine, pourquoi est-ce que les entreprises s'intéressent à nos données ? Parce que elles sont en capacité de créer un profil de qui nous sommes, comme une empreinte numérique, une fiche très détaillée avec notre âge, notre profession, nos goûts, nos centres d'intérêt. Et à partir de ça, elles peuvent notamment diffuser de la publicité ciblée. Et effectivement, c'est tout dans leur intérêt, puisque si je vais sur Facebook, que je n'ai pas d'enfant et que je vois de la publicité pour des couches, eh ben, je ne cliquerai pas, a priori. En revanche, si je suis sur le point d'accoucher et que je dois m'équiper, eh ben, à ce moment-là, oui, ça m'intéresse et je suis plus susceptible de cliquer. D'où l'intérêt de connaître chaque personne presque qui navigue derrière son écran. Et il y a des systèmes qui font ça très bien. Et c'est aussi ça qui permet aux géants américains de grandir, d'engranger beaucoup d'argent. Et c'est aussi pour ça que Donald Trump est très en colère vis-à-vis des réglementations européennes, que ce soit sur la protection des données des citoyens et des citoyennes ou sur les restrictions en lien avec l'IA. Et qui menace régulièrement, depuis 1 an, l'Union européenne de faire exploser les droits de douane. En fait, le numérique est devenu un levier de négociation géopolitique en disant si vous retirez pas vos droits vos réglementations, si vous enlevez pas les amendes qui ont été infligées à nos entreprises nationales et à nos fleurons, et ben attention, il va vous arriver des bricoles. Il y a des gens dans le chat qui donnent des exemples pour contourner ce genre de problème, des extensions, des outils aussi open source. C'est aussi quelque chose dont vous faites la promotion avec votre association, de ces outils qui permettent un peu de contourner ce monopole des GAFAM, ou en tout cas de rendre plus difficile la collecte de nos données. Il y a des choses qui existent ? Oui, il y a des choses qui existent. La difficulté, c'est de les faire connaître parce que souvent, c'est des projets qui sont gérés par des associations, des volontaires qui n'ont absolument pas les moyens et la force de frappe d'un Google ou d'un Apple pour faire connaître leurs services.
Souvent, alors si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc quand on est gratuit, on n'est pas en capacité de justement, on a cette valeur de dire je ne vais pas aller fouiller dans les données personnelles des usagers et les collecter et leur envoyer de la pub. Donc pas de revenus potentiellement. Donc plus difficile de se faire connaître. Et puis il y a aussi l'environnement dans lequel on a grandi. En ce qui me concerne, moi, au collège et au lycée, on m'a présenté Microsoft. Et on a dit voilà, t'écris sur Word, tu fais tes tableurs sur Excel. Ensuite, quand il a été question d'aller sur Internet, tu vas sur Google Search. Tu utilises Google Chrome et la question des alternatives ne se pose pas du tout. Donc là aussi, c'est un effort de recherche à faire, mais il y a des choses très bien qui existent. Il y a des alternatives, en tout cas des initiatives pour à peu près tous les services numériques. Pour Google Maps, vous avez OpenStreetMap. Pour les visios sur Zoom ou Meet, vous avez par exemple Framatalk, ou Jitsi. Vous avez qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait moi dans l'association et de manière générale dans mon quotidien, je me sers beaucoup de tous les outils qui sont développés par une association lyonnaise qui s'appelle Framasoft. Et ça permet par exemple de faire un Framadat et pas un doodle pour convenir d'une réunion. Ça permet d'utiliser Framatalk au lieu de alors Framateam, du coup Framateam à la place d'un Slack par exemple pour discuter entre les membres de l'équipe. On peut faire une visio avec Framateam, enfin les documents partagés, important, donc Framapad, voilà. Et tout ça, c'est gratuit, c'est en accès libre, c'est très peu connu. Et l'association, alors très peu connu. Non, ils sont quand même soutenus par un certain nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices et ils prennent de l'ampleur. Et c'est important, c'est essentiel même que des services comme ça se fassent leur place. Voilà. Alors, il y a eu une petite bascule au moment où Microsoft a décidé d'arrêter le support de Windows 10. Avec une mobilisation quand même en disant mais non, mais moi mon ordinateur supporte pas Windows 11 et il marche très bien et j'ai pas envie de le mettre au rebut. Des repair café, des install parties, des choses comme ça qui se sont mis en place pour passer sur Linux par exemple. Et tout ça, c'est des choses qui devraient être présentées et beaucoup plus connues. Voilà. Donc nous, on en parle dans nos articles. On en parle dans nos ateliers et voilà, il faut que ça devienne connu de toutes et de tous, quoi. C'est un enjeu en fait aussi de décentralisation. On parle beaucoup de décentralisation d'Internet parce que peut-être les gens se rappellent il y a d'Internet au début où il y avait énormément de blogs, énormément de sites individuels et aujourd'hui on se retrouve vite sur quelques dizaines de sites pour à peu près tout faire et il y a encore des alternatives qui existent et des sites qui sont encore gérés de façon plus collective. Je pense notamment à Wikipédia qui est d'ailleurs souvent attaqué par les conservateurs justement aussi pour cette raison. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est cette décentralisation? Est-ce que ça implique et comment ça fonctionne? Alors, sur la question technique exactement, je vais peut-être être dans l'approximation. Donc, s'il y a des personnes qui veulent apporter des précisions dans le chat, n'hésitez pas. Mais en gros, moi j'oppose tout ce qui est propriétaire, c'est-à-dire par exemple Word de Microsoft, on est obligé d'acheter une licence pour s'en servir. Et un outil qui va être libre ou en anglais open source, comme par exemple le Write de LibreOffice. Et j'ai perdu le fil, désolé. C'était quoi votre question? C'était sur la décentralisation. Qu'est-ce que ça veut dire en fait décentraliser Internet, quoi, tout simplement. Ok, donc voilà, cette distinction entre propriétaires qui donc avec des systèmes qui sont verrouillés et au contraire ce monde du libre où finalement chacun participe à la création, à la maintenance et à la traduction et à la communication autour d'outils pour créer aussi des systèmes qui sont accessibles par tous et par toutes et où en gros personne n'est le chef et personne ne décide du jour au lendemain de passer les choses en payant ou d'exclure tel ou tel usager. Je pense à Mastodon pour le coup, qui est un réseau social qu'on pourrait qualifier d'alternative à X, qui fonctionne comme ça avec des points d'entrée, des serveurs différents et où chacun finalement est en capacité
d'avoir une meilleure maîtrise sur l'outil, sur la plateforme en lui-même, alors que il y a un manque total de contrôle et de transparence sur ces algorithmes qu'on utilise tous les jours, notamment ceux de Meta, par exemple WhatsApp, Instagram, Facebook, ou sur les moteurs de recherche comme Google Search. Il nous Je reste sais pas si ça a répondu à votre question. Si, ça a répondu à la question. Je pense que les gens soutiennent ça aussi dans le chat. Je vais juste terminer parce qu'il nous reste 5 minutes. Je pense qu'on peut parler un petit peu du site plus en détail. Donc les innovateurs, on a parlé de plein de sujets que vous abordez sur les innovateurs, qui est donc une association. Vous faites des articles, mais vous faites aussi des formations. Il y a aussi du dessin de presse, on n'en a pas parlé, mais vous avez aussi un dessinateur qui travaille avec vous sur ces questions. Je peux poster les dessins dans le chat si les gens veulent aller voir. Comment vous fonctionnez aujourd'hui aux innovateurs? Comment vous vous financez? Et comment vous publiez les articles? Voilà, quel est un peu votre modèle de fonctionnement? Ok. Alors, donc, on est une association et on a la particularité en ce qui concerne cette partie édito de publier à la fois des articles rédigés par des contributeurs et contributrices bénévoles, en majorité des femmes d'ailleurs, ce qui est très chouette parce que, bon, on l'a vu, le monde de la tech est pas forcément hyper diversifié. Donc, ces contenus-là, et puis on travaille également avec des journalistes pigistes professionnels qu'on rémunère. Donc ça, c'est pour la partie édito. On envoie également une newsletter mensuelle. Et sur le rythme de publication, on est à peu près 2 ou 3 contenus par semaine. Voilà. L'idée étant que ça puisse toujours, dans une optique de développement, être plus fréquent. Moi, j'aimerais bien poster tous les jours. Déjà, ça serait une belle étape. En ce qui concerne les revenus, donc on a un peu de dons. On avait eu l'opportunité de candidater et de recevoir la bourse émergence. Donc, c'est une bourse que le ministère de la Culture donne aux médias émergents, donc de moins de 3 ans. Ça nous a bien servi pour nous lancer, notamment pour faire la refonte du site en décembre dernier. Et on a aussi tout ce pan table ronde conférence qu'on propose et qu'on aimerait vraiment développer parce qu'on sent que justement il y a de la demande. Ce côté formation aussi, journée de formation, voilà. Et ça commence petit à petit aussi sûrement en lien avec la petite notoriété du média qui commence à se faire connaître en tout cas sur ces sujets du numérique. Voilà, vraiment quelque chose à développer pour l'année prochaine. On se pose également la question de proposer des abonnements sur une partie du site pour accéder à certains contenus. Ouais, un modèle aussi, parce que là, pour l'instant vous êtes un modèle de don et ce serait peut-être l'idée de passer à un modèle plus payant pour certains articles. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, parce qu'on a fait 2 campagnes de nom jusqu'à présent et c'est pas suffisant pour financer les projets qu'on a en tête. Notamment quelque chose qu'on aimerait lancer à partir d'octobre-novembre 2026. Forcément, on va parler des présidentielles. Et on a ce projet éditorial sur le numérique en lien avec les présidentielles. Donc, on aimerait proposer à nos journalistes d'écrire des articles, de mener des enquêtes sur... Alors déjà, décrypter les programmes des partis, quelle est la place du numérique pour chaque parti politique. Ensuite, analyser la façon dont les candidates elles-mêmes se servent du numérique pour faire campagne. La façon dont les différents partis s'en servent aussi, et puis aller voir un petit peu du côté des liens qu'il peut y avoir entre certaines personnalités politiques et puis des entreprises de la tech. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on aimerait creuser entre, disons, novembre 2026 et mai 2027. Et pour faire tout ça, il n'y a pas de mystère, on va avoir besoin de soutien. Donc, je pense qu'on lancera une campagne d'abonnement à ce moment-là. Et pour les gens qui veulent vous suivre, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur quel réseau vous êtes présent? Alors, plutôt sur LinkedIn. Après, on poste quelques vidéos sur Instagram. Et sinon, sur la newsletter. Vraiment, la newsletter, ça permet de... Alors, c'est à la fois nos contenus, et moi, je fais une veille sur l'ensemble, sur ce qui s'est passé sur le mois écoulé en matière de numérique responsable ou pas. Et on apporte aussi toujours un conseil pratique chaque mois dans cette optique du média sur qu'est-ce que je fais moi concrètement pour un numérique plus sobre, plus éthique, plus inclusif. Et je vous ai mis le lien dans le chat pour
pour l'accès à la newsletter si jamais vous voulez vous abonner et si tout ça vous intéresse. Et il est tout juste 10h55, c'est parfait. Alors, merci beaucoup Louise Pastouret. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et présidente du média Les Innovateurs, un média pour un numérique éthique, écologique et inclusif. Et on retrouve bien sûr cet entretien donc sur Twitch dès la fin de l'émission à midi, et il sera posté sur YouTube d'ici à dimanche ou lundi. Et moi je vous retrouve dans 5 minutes pour la partie revue de presse, et merci encore. Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour cet échange, et puis à une prochaine fois. À bientôt.